On avait un choix esthétique qui était l'univers d'Agnès. Elle travaille sur les insectes parce que insecte est un anagramme d'inceste, pour laquelle le scolopendre représente son père et elle voudrait être un papillon et déployer ses ailes et s'envoler. Donc ça a donné le titre du film, Scolopendre et papillon. Et ça a donné aussi une ambiance un petit peu inquiétante et sombre. Réflecteur, le podcast sur l'écosystème des films documentaires. Épisode 31, Making of. Je m'appelle Anaïs Bajeux, je suis cadreuse, monteuse et réalisatrice, à l'embouchure des films alimentaires et de ceux qui me font vibrer, à l'estuaire de l'autoproduction et de la diffusion télé. Ces chroniques Making of vous invitent dans les coulisses du processus de création. Projets alternatifs autoproduits ou documentaires destinés à la télévision ou au cinéma, de l'idée du projet à la diffusion, comment s'est construit ce film ? Car créer un documentaire est une aventure incertaine au long cours. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir le film Scolopendre et papillon qui a été réalisé par Laure Martin Hernandez et Vianney Sotès. Nous nous étions rencontrés avec Laure à une soirée entre copines réalisatrices en Martinique il y a quelque temps. Alors, attention aux oreilles vigilantes, ce film parle de l'inceste. Juste pour vous situer le propos, en 2020, l'association Face à l'inceste a permis de révéler qu'un ou une Française sur 10 ont fait l'objet au moins d'une violence sexuelle incestueuse. Si donc c'est un sujet qui vous paraît éloigné de votre réalité, vous connaissez probablement un ou plusieurs personnes qui sont victimes sans forcément le savoir. Dans les territoires ultramarins, ces statistiques annoncent des chiffres encore plus élevés qu'en hexagone. Et pour donner un chiffre sur les violences sexuelles de manière plus générale qui concernent les mineurs, toutes les 3 minutes, un enfant est victime d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle. Le film a été produit par Véronique Chénon de Bérénice Mediacorp. Il a été diffusé sur Martinique la Première, puis sur Archipel, qui est une émission documentaire du réseau Outre-mer. C'est un film qui a été primé de nombreuses fois. Malheureusement, il n'est pas accessible ni en replay, ni en DVD. Donc si vous souhaitez le visionner, vous pouvez contacter la société de production. Cette conversation avec Laure a été enregistrée en février 2025, dans sa maison, perchée sur les hauteurs de Casse-Pilote, en Martinique. La création, le montage des petites choses. Si j'avais pas eu ça, je pense pas que j'aurais réussi à survivre. J'ai la responsabilité de porter, de relayer ce cri. C'est vrai que beaucoup de personnes, les gens ne comprennent pas mon investissement. Ils disent, mais qu'est-ce que Mademoiselle cherche là, quoi? Je me positionne pas comme une artiste, je témoigne d'une chose qui m'est arrivée dans ma vie. Ça, c'est très important parce que c'est assez inaudible. Libérer la parole, c'est l'un des pas, quoi. J'ai traîné pendant des années la honte, la honte, la honte, la honte. Tu n'es plus la petite fille qu'il utilisait. Ferme-la, je ne te viole pas. Ferme-la. Je sais pas s'il est encore pareil, mais dans mon souvenir, c'est ce qu'il était. Il était ça. Il est le non-vu. Et quand on le voit, après, on ne voit que lui. Est-ce que tu peux me dire comment est née l'idée de ton film ? L'idée est née avec le co-réalisateur qui s'appelle Vianney Sotès. Parce qu'on avait fait un film qui s'appelle Amazon, l'art de revivre, qui était un film sur une reconstruction après le cancer du sein. C'était la compagne de Vianney, la personnage principale. Donc il m'avait sollicité pour avoir un petit peu de recul et lui faciliter le travail. Au cours de la réalisation de ce film, on a beaucoup pensé aux blessures des corps des femmes, blessures visibles et invisibles. Et en même temps, ont surgi 2 créations. On a eu vent de 2 créations. Une exposition qui s'appelait Insectes par Agnès Brézéfin et une production théâtrale qui s'appelait Cyclone de Danieli Francisque, qui parlait toutes les 2, ces productions artistiques, d'inceste.
Et donc on s'est dit, pourquoi pas continuer avec la thématique de l'inceste. D'autant qu'une productrice nous avait approchés à la suite d'Amazon, l'art de revivre, pour nous dire, j'aimerais beaucoup travailler avec vous, est-ce que vous n'auriez pas un sujet, une envie que vous voulez développer, je voudrais travailler avec vous, j'ai beaucoup aimé ce film. Donc de là est née l'idée d'un film sur l'inceste. Et on a bien réfléchi parce qu'on savait que ça allait être éprouvant. Et finalement, on s'est décidé en considérant que là vraiment on avait des personnages très intéressantes. Tu parles d'une productrice, en l'occurrence c'est qui? C'est Véronique Chénon de Bérénice Mediacorp qui est en Guyane. Et est-ce que l'inceste c'est un sujet qui vous touchait déjà à titre personnel? Dans vos histoires à vous ou dans votre entourage? Dans nos histoires à nous, personnellement, non. Sinon, je ne sais pas si on aurait été capable de le faire. Après, ça renvoie à des histoires de blessures de corps. Ça, oui, ça pouvait me toucher, notamment moi. Cette idée qui jaillit, du coup, en se disant c'est bon, on arrive à faire une prise de décision et ça tombe sur l'inceste qui reste une grosse thématique. Là, on est en quelle année? On est en 2018. On est en 2018 et par chance extraordinaire se présente en Martinique une résidence d'écriture encadrée par la FEMIS dans laquelle je m'inscris et avec l'idée de développer, d'écrire ce film. Donc on avait déjà écrit un premier projet, c'est surtout moi qui suis à l'écriture, mais on échange beaucoup tous les deux quand même. Cette résidence de la FEMIS avec 2 réalisatrices parisiennes a permis aussi de donner un bon coup d'envol et de réaliser un dossier qui a convaincu des producteurs. Moi j'avais un parti pris au départ qui était que je voulais absolument pas qu'il y ait de récit des faits. Qu'on ne parle pas de la manière dont ça s'est passé. Je considérais que c'était un viol supplémentaire. En plus, mon expérience journalistique m'a fait douter de l'intérêt de ces récits. Je trouve que des fois ça donne un regard malsain, voyeuriste, que ça peut même donner des idées. Donc je tenais absolument à cette idée-là, qu'on ne parle pas des faits. Ça a été quelque chose de compliqué à imposer aux diffuseurs et même à Vianney. Ils me disaient mais comment on va comprendre l'inceste si on n'en parle pas Mais voilà, c'était vraiment un parti pris que j'avais. Je suis fière de l'avoir tenu. Et lui aussi a été convaincu par la suite. On a réussi à poser cette situation de l'inceste autrement que par des récits, autrement qu'en disant de telle année à telle année, telle personne a été violée par son père. C'était vraiment quelque chose que je ne voulais pas. Si j'ai bien compris, du coup, il y a en amont cette rencontre avec Véronique Chénon, qui est productrice, qui est intéressée en tout cas pour collaborer avec vous. Oui. Vous lui dites du coup qu'il y a cette idée sur l'inceste. Il y a cette résidence de la FEMIS sur laquelle tu peux commencer à avancer, vous commencez à avancer sur ce projet. Je suis pas sûre d'avoir bien compris, mais ça veut dire qu'il y a aussi, c'est une coprod avec d'autres sociétés de production hexagonale? Non, coprod France Télé locale. Ok. Et donc ça veut dire qu'au moment où il y a ce travail d'écriture, est-ce que Vianney et toi, vous avez un peu une idée de la chaîne sur laquelle vous voulez diffuser ou la case télé à laquelle ça peut correspondre? On savait a priori que c'était pour Martinique Première, puisque c'était un tournage organisé en Martinique. Mais on savait pas tellement plus, non. Finalement, ça a été diffusé dans tous les Outre-mer, ce qui était bien, parce que je crois que c'est effectivement un film assez universel et qui a voyagé sans problème. Mais non, au départ, on ne s'est pas trop posé de questions, en fait, parce que on était déjà, je ne sais pas quelle année c'est, MeToo, etc., mais on en entendait déjà beaucoup parler d'inceste et d'agression sexuelle des femmes. Donc on savait que c'était aussi dans l'air du temps. Si ces productions artistiques arrivaient enfin, c'était aussi dans ce mouvement-là. Donc, à vrai dire, on ne s'est pas tellement inquiété et c'était à la productrice de le faire, de vendre le film, ce qu'elle a fait.
je pense très facilement. Les retours qu'on a eus, c'est enfin des gens en Outre-mer qui vont aborder la thématique de l'inceste. Donc c'était des retours engageants. Après, ils ne s'attendaient peut-être pas à la manière dont on l'a traité. Pour ma part, ça fait 2 ans et demi que je commence à connaître le territoire martiniquais. J'ai bien conscience que c'est un territoire qui reste petit en termes de superficie, qui fait un effet petit village où tout le monde se connaît de près ou de loin. L'inceste, c'est un sujet compliqué de manière générale parce qu'il y a énormément de tabous, encore plus justement quand il y a cet effet tout le monde se connaît. Comment vous avez pu appréhender ce sujet? Comment vous avez pu être en approche de protagonistes? Comment s'est passé ce genre de rencontre et ce processus? Alors justement, de manière assez intéressante, je pense. Quand je pars en résidence d'écriture, on avait déjà rencontré les trois personnages qui sont dans le film, mais on en avait rencontré aussi une 4e qui devait être le personnage principal, autour de laquelle tout se déroulait. C'était une jeune étudiante en art qui préparait son diplôme sur la question des violences sexuelles faites aux femmes, qui venait de déposer plainte contre son oncle, et on attendait les suites de la procédure, voire le procès. Donc elle pouvait nous emmener vers la professeure d'art, vers l'association spécialisée, vers un avocat, une avocate, etc. Et donc c'est sur cette base-là, de cette personne, que j'ai écrit la première version du film avec la Fémis. On a eu un peu du flair, parce que cette jeune femme a un nom, un prénom assez rare. On s'est dit, on va lui trouver un pseudo. On l'avait rencontrée, elle nous avait donné son accord, etc. Mais au moment où on devait lancer le tournage, on la contacte, pas de réponse, on s'était libérés tous les deux, on réessaye, etc. Et vraiment, elle ne nous répond pas. Et on est passé par la présidente de l'association 1001 victimes d'inceste et de traumatisme, Fabienne, pour lui dire elle ne nous répond pas, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est elle, Fabienne, qui nous a rappelé pour nous dire non, elle ne peut pas. Elle n'a pas le courage, elle n'a pas la force, elle ne va pas vouloir. Donc on s'est retrouvés à réécrire tout le film et en conservant les personnages qu'on avait un petit peu soit mis en second plan, soit écartés, mais qui étaient déjà dans le premier casting. Avant la première écriture, bien sûr qu'on les a rencontrés, toutes les 3 qui sont dans le film, et cette 4e qui finalement n'a pas pu tourner. C'est effectivement une parole qui est difficile, qui est d'autant plus difficile dans un petit pays comme la Martinique. Et je pense que ce n'est pas par hasard si les 3 participantes ont une 50aine d'années. Elles ont déjà fait pas mal de travail et elles avaient toutes parlé déjà publiquement. Ce n'était pas une première annonce. Fabienne était déjà la présidente de l'association 1001 victimes d'inceste et de traumatisme. Et le procès de son père avait eu un certain retentissement public parce qu'il était un notable et un chroniqueur à la télévision, un président d'un club de sport, etc. Donc on avait beaucoup entendu parler de son affaire. Il y avait eu des manifestations en soutien à lui pendant le procès et l'appel. Il a été condamné les 2 fois. Et quant à Danieli, qui est autrice, metteur en scène, comédienne, et Agnès, qui est plasticienne, toutes les 2 en parlaient dans leur œuvre. Donc c'était aussi une manière d'aborder ces faits. Comme je ne voulais pas que ce soit dit de but en blanc, avec le risque de voyeurisme que ça présentait, ça permettait d'évoquer ces faits et d'épouser surtout le vocabulaire qu'elles avaient choisi, d'entrer dans leurs paroles, de suivre la parole qu'elles avaient choisie. Aucune l'a fait de gaieté de cœur, de participer à ce film, mais toutes les 3 l'ont fait dans l'idée de oui, il faut en parler. Il y en a trop autour de nous, c'est plus possible. Il faut en parler, il faut arrêter de se voiler la face et de tourner la tête. Il faut en parler et il faut que les gens comprennent tout le mal que ça fait aussi.
Donc elles ont accepté dans le sens vraiment d'une responsabilité et avec les règles qu'on acceptait que ce soit leur parole, la parole qu'elles avaient choisi de livrer au départ. Comment tu fais pour tisser un lien de confiance avec tes personnages, sachant qu'effectivement c'est un sujet particulièrement compliqué? Tu as évoqué au début le fait que l'une d'entre elles avait fait une exposition, peut-être sous des médiums différents. Oui, Agnès Brézéfin qui avait fait une exposition insectes. Et donc du coup, la question c'est comment vous vous êtes présentés? Est-ce que c'est à l'occasion de cet événement ou du coup tu es en direct avec... On les connaissait toutes les trois, D'accord. déjà. À titre personnel? À titre personnel. Vianney était le président de la compagnie de théâtre, de l'association Compagnie de théâtre de Danieli, Francisque. Ce qui était très bien parce qu'on était parti sur une production intérieure et puis il m'a dit « Ah, là, elle monte un autre spectacle, c'est aussi sur l'inceste. » Ah bah c'est parfait. Et Agnès, on la connaissait aussi parce que Vianney tournait beaucoup d'expositions, que tous les deux, on est très intéressés par la production artistique. Et avec Agnès, on avait déjà eu l'occasion d'échanger. Elle avait été très touchée notamment par Amazon, l'art de revivre, qui déjà présentait la photo comme une manière de se réparer. Donc il y avait une démarche artistique et de la reconstruction par l'art. Et donc toutes les trois avaient été touchées par ce film. Et on leur a expliqué notre démarche et notre volonté de la manière la plus transparente possible de ce qu'on voulait faire. Et elles étaient déjà un peu en confiance parce qu'on avait des liens. Mais après, je crois que oui, vraiment le fait d'expliquer notre démarche, notre intention, de ce qu'on allait déployer, ça a été important. Aujourd'hui, j'essaie d'être attentive au fait que, bah oui, en fait, on est dans le réel. La conséquence de ça, c'est que, comme un documentaire, entre l'écriture et la diffusion, il se passe parfois des années. Il faut être sûr que son personnage ne nous lâche pas en cours de route, et d'autant plus sur des sujets aussi intimes. Comment vous avez pressenti l'impact que ça pouvait avoir sur ces personnes-là? Comment, au fur et à mesure du temps, justement, il y a eu une discussion plus ou moins confortable, justement, pour aussi qu'elles prennent conscience que ce sera même, outre le fait que ça puisse être thérapeutique, d'une certaine façon, en tout cas, de oser prendre la voix, mais qu'en plus de ça, ce soit vu localement sur Martinique la Première, aux yeux et aux vues de tous. C'est pas sans conséquence. C'est un film qui a eu un petit retentissement. J'imagine. Immédiatement, effectivement, les conséquences ont été un peu lourdes pour elle. Bon, d'abord, on ne les a pas lâchées à découvrir le film en avant-première dans une salle de 200 personnes. On a organisé un premier visionnage ici, dans le salon, avec chacune une ou deux personnes qu'elles avaient choisies pour les accompagner, en buvant un verre, en mangeant un petit coup, etc. Mais le premier visionnage a été ce moment-là, toujours entre nous, et on leur a demandé clairement, est-ce qu'il y a des choses qui vous gênent? Est-ce que vous voulez qu'on enlève quelque chose? Ou est-ce que vous acceptez ce qui est dans le film? Est-ce que vous acceptez ce film? Aucune n'a demandé, rien n'a enlevé. Mais chacune, à chaque fois qu'apparaissaient ces parties, puisque le film est organisé un petit peu en suivant les trois par épisode, mais elles reviennent chacune à plusieurs moments. À chaque fois que une apparaissait, on voyait qu'elle baissait la tête et qu'elle n'arrivait pas à se voir. Sauf peut-être la comédienne un petit peu plus habituée à l'exercice. Et puis il y a des moments de regard caméra qui sont difficiles à soutenir, et oui, des moments d'intimité. Mais je crois que d'abord elles étaient toutes les trois très conscientes de ce qu'elles étaient en train de donner. Même si à des moments elles nous ont oubliés dans le tournage, elles avaient la plupart tout à fait conscience de vers quoi on allait et de ce qu'elles donnaient à chaque moment.
quand même. Donc il n'y a pas eu de surprise phénoménale. Les regards caméra, c'est pas forcément, ça s'organise, c'est pas de la surprise. On leur a dit quelle était notre intention. On avait mis un miroir devant la caméra et chacune devait soutenir son regard dans des règles un peu différentes selon chacune, selon son histoire. Mais bon, elles voyaient bien chacune ce que ça pouvait donner. Donc il n'y a pas eu de... je pense qu'elles ont été surprises par le résultat final, mais par en fait la jonction des trois et par le fil qui est mené. Mais aucune ne s'est sentie trahie. Et ça a été, je crois, la meilleure récompense qu'on pouvait avoir. Qu'elles restent derrière le film, aujourd'hui encore elles le sont. Qu'elles restent dans nos vies, parce que ça a renforcé, c'est des amis, c'est devenu des amis. Elles n'étaient pas forcément avant, c'était des connaissances, ou, enfin ça dépend lesquelles, mais là vraiment il y a une amitié, j'ai l'impression qui est indestructible, quoi. Et la force du trio aussi a été très positive pour assumer cette diffusion. Mais le jour de la diffusion a été terrible. L'avant-première s'est plutôt bien passée parce qu'elles avaient chacune choisi leur public. Nous, on n'en avait pas mis beaucoup, exprès. Mais la diffusion, le lendemain après, et comme les Amazones, le soir de la diffusion, le lendemain, elles nous ont dit chacune, enfin il y en a 2 qui sont restées 3 semaines enfermées chez elles. Parce que tout le monde qui les voyait dans la rue avait des regards super compatissants et voulait les prendre dans leurs bras pour les consoler. Et évidemment, c'est quelque chose qu'on ne fait pas vis-à-vis de quelqu'un qui est traumatisé avec son corps. Et elles supportaient très mal, y compris les merci, bravo, vous êtes magnifique, merci d'avoir parlé. Elles ne le supportaient pas. Pendant 3 semaines, elles sont restées sans faire les courses, enfermées chez elles. Depuis, il y a eu vraiment beaucoup de changements, je crois. Ça a été déclencheur de beaucoup de choses. Pour Daniélie, l'autrice, ça l'a fait écrire d'autres textes sur l'inceste, qui sont magnifiques, y compris en création au Festival d'Avignon, dans le IN, parce qu'elle a vraiment un grand talent. Et elle fait aussi l'interprète. Et Agnès a présenté en novembre dernier, en novembre 2024, une pièce à Dakar et elle a été faite, elle a eu le premier prix de la Biennale de Dakar. C'est la première fois qu'une femme de la diaspora obtient le grand prix et c'était sur la thématique de l'inceste. De manière beaucoup moins codée que c'était au moment du film. Donc je crois que ça les a aussi aidés à porter cette parole et à l'assumer. Même si ça a été douloureux et que ça le reste. Mais ça a aussi, je pense, ça les a aidés à déployer leurs ailes. Les 3 protagonistes, elles se connaissaient entre elles avant tournage ? Elles se connaissaient un peu. Mais bon, la militante associative était en contact avec les 2 autres victimes en tant qu'écoutante. Les 2 artistes se connaissaient moins. Mais ouais, ce que je te disais, je crois que ça a lié des relations pour la vie. Et ce trio, il continue à vivre. Et avec nous dedans aussi, on a toujours le groupe WhatsApp. Et il y a 15 jours, 3 semaines, on est allé dîner, boire un verre ensemble. C'est quelque chose de précieux. Y compris pour nous, réalisateurs. Tu dis que l'idée, elle est née en 2018. À partir de quand, dans votre cheminement d'écriture, à partir de quand vous dites c'est bon banco, on peut commencer à tourner ? Après la écriture du film, même si ça a été dans un temps assez serré, hein, finalement. Mais on avait une obligation chronologique, on va dire, avec le travail de Daniélie, de mise en scène de son spectacle,
pour lequel on avait un début et on avait une fin. Donc ça, le début du tournage, ça a été la première réunion de travail de Danieli avec son metteur en scène et son consultant. Première réunion pour parler du texte. Une fois qu'on était sûr que Danieli était dans le film. Je trouve que la difficulté de ce genre de film, c'est souvent d'avoir justement des dates qui sont très posées et en même temps parfois de commencer à tourner alors qu'on n'a pas la validation complète d'une part de financement ou de financement tout court. Est-ce que ça a été votre cas ? On a commencé avant d'avoir l'assurance que le film était vendu. Mais, enfin c'était pas signé, mais on savait que ça allait l'être. On savait que ça allait, on n'était pas inquiets. Le tournage, on l'aurait fait de toute façon, j'ai envie de te dire. Le tournage, il commence à quelle période ? Oh, je ne me rappelle plus. À quelle année à peu près ? Il a dû commencer en novembre. Peut-être que l'idée est arrivée en 2017 en fait. On devait commencer en novembre 2018 et finalement on a reporté un peu et on a tourné quasiment 1 an. Parce que chacune n'était pas sur le même calendrier, que Agnès, pendant très longtemps, on a mis 1 an à pouvoir tourner avec elle malgré son accord, mais à chaque fois il y avait des imprévus, à chaque fois c'était pas possible, à chaque fois elle reportait, on a été très inquiets. On s'est dit est-ce que le film tient sans elle ? Et finalement en 15 jours, on a tourné 3 séquences avec Agnès et c'était bon. Alors que Fabienne, c'était plus souple. Elle, la militante associative, des réunions associatives, il y en a toutes les semaines. Elle était plus disponible, moins d'urgence. Vraiment, on s'est axé, le début du tournage, ça a été le travail de Danieli. Et ça a commencé avec le début du travail de Danieli et ça a fini avec Agnès enfin disponible. Et entre les deux, on avait commencé du montage. Au moment où tu commences à tourner, du coup, vous avez quelle équipe ? Vous avez quel matos ? On était 2. On voulait être 2. Donc Vianney et toi ? Vianney et moi. Elles étaient en confiance avec nous, elles nous connaissaient bien. Et il fallait que ça reste intimiste. Il n'y avait pas d'ingénieur du son, du coup ? Non. Non. Sauf sur une séquence. Et l'ingénieur du son, il était en HF dans une autre pièce. C'est la séquence avec l'avocate. Où on avait peur de rater des choses parce qu'elles étaient 2 à parler. Mais l'ingé son a été complètement invisible et ça a failli faire un problème parce qu'il a équipé Fabienne comme il aurait équipé n'importe qui d'un HF en plongeant derrière dans son dos pour installer le boîtier et qu'elle a fait un bond de 20 cm. On dit hop, voilà. Non, on est resté, c'était vraiment entre nous. Dans ce rapport de confiance, on a très peu parlé à l'extérieur du tournage non plus. On n'en a fait aucune publicité. On voulait que ça reste justement dans notre petit monde, dans notre petit cocon. Et ce qu'on a fait souvent, c'est de faire des séquences de 3 heures de tournage un jour, de 3 heures, une semaine après. On n'a pas fait des journées entières. Comme ça peut s'organiser sur des productions plus classiques. Comment tu présentes ça d'un point de vue planning à tes personnages ? De se dire, tiens, ça peut être intéressant de vous filmer. Dans le film, ce qui se voit beaucoup, c'est ces personnes dans leur pratique artistique, en l'occurrence. Mais outre ça, comment tu leur expliques pour qu'elles comprennent aussi de quelle façon elles vont être impactées dans leur quotidien ? Qu'il va y avoir une caméra qui va les suivre pendant un certain temps et que peut-être parfois au début c'est pas très intéressant de me voir en train de faire ça. Comment tu expliques le process ? Alors je t'ai dit que chacune savait aussi, parce qu'elles ont un certain âge, qu'elles sont un peu rompues à la vie publique, c'est beaucoup dire, mais bon, Danieli, c'est une comédienne connue. Elle est déjà passée, je sais pas, elle n'en avait jamais parlé vraiment directement comme ça. Mais je veux dire qu'elle sait ce que c'est qu'une caméra, elle a fait tout un tas de tournages,
Donc les caméras, elle connaît. La difficulté était même de la faire sortir de son rôle de comédienne. Agnès est beaucoup moins rompue aux caméras, mais c'était pas une caméra, c'était nous. C'était Vianney, dont elle connaît le travail, qu'elle apprécie, qui était un ami, dont elle, et qui est un gars qui a un tact, une délicatesse et une pudeur extrême. Il n'est pas du genre à venir violemment, à camper sur ses deux mains avec sa grosse caméra et à se poser à 20 cm devant elle. C'était pas ça du tout. L'approche n'était pas brutale. Et c'est vrai qu'on en parle quand même dans les entretiens préparatoires. De prévenir, de dire, bon, à 52 minutes, même si vous êtes 3, ça demande quand même de tourner quelques séquences. Ça veut dire qu'on va vous embêter à plusieurs moments et qu'on sera là. Mais en essayant d'être le moins intrusif possible. D'essayer de se caler sur des choses qui sont dans leur vie. Donc c'est vas-y, fais ta vie, et juste on est là, mais t'inquiète pas, c'est nous. et puis tu verras bien après. On a choisi de ne pas faire signer d'autorisation de tournage et d'autorisation de droit à l'image en leur disant comme ça, si jamais à un moment ou à un autre vous voulez que ce film arrête de tourner, qu'il ne soit plus visible, il vous suffit de dire je veux plus et on l'enlève. La production n'a pas vos autorisations de droit à l'image. Je ne sais pas si légalement ça tiendrait vraiment le truc. Mais c'était aussi un signe de bonne volonté de notre part. Je trouve que c'est brutal de faire signer des décharges comme ça à des gens. Moi, je le fais très rarement dans mes documentaires. La confiance, elle passe autrement. Si la personne, on lui explique ce qu'on veut faire, ce qui nous intéresse en elle et pourquoi c'est intéressant de les filmer à tel moment, et comment on va les filmer, qu'est-ce qu'on va montrer, après il n'y a pas du tout de piège. C'est de la conscience. Mais c'est vrai qu'on en a parlé dans les entretiens aussi de ça. Et des entretiens préparatoires, il y en a qui ont duré longtemps. Avec Agnès, notre entretien, je m'en souviendrai toujours, il a duré 7 heures. 7 heures dans un bar. À la fin, je me dis, c'est bizarre, je suis pas saoule, j'ai pourtant bu 3 bières. Ah oui, c'était pendant 7 heures. On a beaucoup pleuré. Alors là, pour le coup, elle nous a raconté tout ce qui lui est arrivé, etc. Et où on lui a fait la proposition et on a expliqué vers quoi on voulait aller. C'est le fait c'est ça, je pense, que de ne pas prendre les personnes en traître. Après, si le résultat sert l'intention qu'on a annoncée, il n'y a pas de raison. Et si ça respecte un minimum la pudeur des gens, il n'y a pas de raison. Est-ce que du coup, les personnes filmées vous ont posé des limites aussi sur soit des actions qu'elles ne souhaitent pas montrer, soit des faits, même si clairement l'intention de votre part à vous réelle, c'était... Je dirais que je m'en rappelle même pas. Je m'en rappelle même pas, je crois pas. Non. Mais c'est peut-être aussi parce que Vianney et moi sommes vraiment des gens très pudiques. Donc on est les premiers à se mettre des barrières. On va pas aller. Le but n'est pas de déranger, de heurter. Sinon les personnages ils sont pas bons dans leur prestation. Tu vois ce que je veux dire? Je préfère que les personnages soient à l'aise, puissent s'exprimer à l'aise, plutôt que d'installer des situations gênantes par rapport à ce voyeurisme, par rapport à... Et non, je crois pas. Hein. Je crois pas qu'il y ait eu d'obstruction. Le regard caméra a été très difficile pour Agnès, par exemple. D'ailleurs, elle détourne les yeux, c'est-à-dire se regarder elle-même. Et on le savait, et moi dans l'écriture, j'avais imaginé des séquences devant des miroirs, de maquillage, mais ça allait très bien avec la personnage du départ, ça allait moins bien avec les 3.
Et du coup, c'est une amie d'ailleurs qui m'a suggéré, une amie réalisatrice qui m'a suggéré, qui m'a dit « Ah, j'ai vu dans un autre docu un miroir placé dans la caméra, ça donnait un bel effet en filmant le dispositif. » Bon, là, on a filmé le dispositif, mais c'était pas intéressant. On l'a juste regardé, on dirait que c'est un regard caméra. Et on a laissé ce doute. On ne sait pas si elle nous regarde, si elle se regarde elle-même, si elle regarde la caméra. Enfin, je crois que c'est un regard qui regarde le spectateur, en fait, et c'est encore plus gênant. Donc on l'a laissé comme ça. Mais pour Agnès, ça a été impossible, puisque chez elle, il y a 0 miroir. Elle est incapable de regarder son reflet. Et son image, c'est très difficile. Donc elle détourne la tête. Mais elle l'a fait. Elle l'a fait, et encore une fois, l'intention a été donnée. J'ai dit, il faut que tu te regardes toi, et en enlevant un maximum de... Parce que c'est une femme qui a des grands accessoires, des lunettes impossibles, super grandes, des bijoux super grands, etc. Et je lui dis donc, mais en enlevant tes lunettes, parce que tes lunettes, elles te cachent, et puis tu te regardes. Elle me dit, ah, mais c'est vrai aussi pour mes colliers aussi, parce que mes colliers aussi, c'est pour me cacher. Oui, c'est vrai, donc c'est elle-même qui a proposé, qui a dit, ok, j'enlève aussi les colliers, et qui a fait ça. Et elle l'a fait jusqu'au bout, et elle détourne la tête. On voit bien qu'elle est incapable de regarder, comme elle est incapable de regarder les autres, peut-être d'un regard soutenu. Mais elle assume complètement cette incapacité. Et Danieli, pareil, c'était donc Danieli la comédienne. Là, on avait imaginé le démaquillage, pareil. Elle est toujours très maquillée, coiffée, etc. Et non, c'est elle, on a dit, ok, démaquillage, t'es comme le soir devant ta glace, et tu te démaquilles. Et pareil, elle a enchaîné, elle s'est démaquillée, puis elle a enchaîné avec le décoiffage, elle s'est détaché ses vanilles, etc. Et ça a été magnifique, c'était assez poignant. Vianney qui dit « Ouh là là, c'est pas très gai ». Et Danieli qui dit « Tu voulais de l'intime ou tu voulais pas de l'intime ?» Enchaînant sur un rire derrière, mais en conscience, c'est ça. Elle savait très bien ce qu'elle faisait. Comment vous êtes répartis les rôles avec Vianney tout le long déjà en amont sur l'écriture et après au tournage? Donc l'écriture, c'est plutôt... On a fait plusieurs films ensemble et on s'est formés ensemble au documentaire. Donc c'est quelqu'un avec qui on a vraiment une super complicité et une grande complémentarité. Lui est un technicien génial, c'est un cadreur excellent. J'aime beaucoup, beaucoup son regard. Et justement sa pudeur et son regard sur les corps et la manière dont il respecte les gens tout en les tournant avec amour, ça se sent son amour. C'est un super monteur. Et c'est l'as de la bidouille, avec rien, c'est-à-dire qu'il y a des macros. Il était avec son objectif, puis une loupe devant, parce qu'il avait acheté la loupe, il avait vu que c'était le même diamètre. Tu parles du plan pour la Lune en l'occurrence? Non, ça c'est le compagnon d'Agnès qui nous avait fait ça. Okay. Non, vraiment sur les macros, sur les détails des mains, de la broderie. Là c'était scellé. Et son objectif, il tenait la loupe derrière l'objectif. Non, effectivement la Lune a été tournée avec un télescope par le compagnon d'Agnès, plus une appli, parce que c'est le roi des applis. Donc il nous a fait ça et c'était chouette de l'intégrer aussi au film, de tourner la Lune. Donc Vianney, c'est un technicien génial et il a aussi de très belles idées de mise en image. Et moi, je suis plus sur les mots, l'intention, l'écriture basique vraiment, quand il faut rendre les 50 pages des dossiers à écrire, à réécrire, etc. Mais lui a une très belle relecture aussi et on en parle.
pendant qu'on cogite, on réfléchit au film ensemble. Et il y a des idées qui me viennent bien sûr pendant l'écriture, on en discute, il y a des allers-retours. Et on a des bonnes discussions aussi pendant le montage, et enfin à tous les stades en fait, puisque l'écriture c'est jusqu'à la fin. À tous les stades on a des bons échanges, des points de vue à la fois différents, mais c'est bien parce qu'il faut convaincre l'autre. Et donc à chaque fois on défend notre point de vue. Et on arrive, jusqu'à présent, c'est une collaboration qui s'est très très bien passée. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. Je trouve que filmer des histoires intimes comme ça, c'est jamais évident de savoir quand est-ce qu'il faut arrêter le tournage. Outre le fait que, de toute façon, la production va dire il y a ça de budget, donc... Mais vous, d'un point de vue narration, en fait, de se dire, est-ce qu'en fait, on a assez qu'est-ce qui, selon toi, pour ce projet-là, en fait, à un moment, vous vous êtes dit, on a suffisamment de matière, il n'y a pas besoin de creuser plus? Quand on avait balayé un petit peu toutes les idées qu'on avait pu avoir. Donc Danieli, on sait qu'on la voulait depuis la première réunion sur la pièce de théâtre qu'elle montait jusqu'à la première représentation. Et entre-temps, on savait que... Enfin, on s'était renseigné sur des stades intéressants de la mise en œuvre, du travail sur la pièce, qui pouvait être l'occasion de révéler des choses. Et puis de l'avoir aussi un peu, au moins, dans un entretien. Pour Fabienne, d'après ce qu'on avait imaginé de son activité, de sa vie à elle. Là, c'est pendant le tournage, elle nous dit je fais du damier. Ah très bien, on t'accompagne à une séance de damier. Je fais c'est vraiment de parler du coup de sa vie, de sa vie quotidienne, de ses activités. Préviens-nous si tu as une conférence, préviens-nous si... etc. Et oui, il y a des réunions toutes les semaines, de groupes de parole, oui, ça nous intéresse. J'ai fait des permanences d'écoute, oui, ça nous intéresse. Je fais de la méditation en pleine conscience, très bien, ça nous intéresse. Et de la voir dans un maximum de cadres. Et j'ai rendez-vous avec mon avocate parce qu'il est question que mon père sorte de prison. Est-ce qu'on peut t'accompagner ? Et ça a même été, je pense, un support pour elle, qu'on soit là, dans ces moments, pour toutes les trois, qu'on s'intéresse à elle, et notre présence a été plutôt un support. Notre présence jusqu'à présent. Vous avez assez de matière du coup pour se dire c'est une fin de tournage, du coup vous enclenchez la post-production. C'est Vianney du coup qui sera le monteur. On a même commencé le montage pendant le tournage. Oui, puisque voilà, toutes les parties de Danieli, on avait pu faire dans le temps qui était délimité, donc on a commencé par monter les parties de Danieli en se disant ça peut faire, je ne m'en rappelle plus, 4-5 parties. Et on a commencé par les monter. Ensuite, on a eu Fabienne, un petit peu simultanément, mais on a terminé après. Et en dernier, Agnès, dont on a eu très peur qu'elle ne tombe pas finalement. Désolée pour toutes les voitures qui passent dans ma rue. Et Agnès a été la dernière. Et ça a été parfait. Enfin, avec Agnès, on a fait 3 tournages et on a un entretien de 20 minutes. C'est tout. C'est tout. On l'a tourné pendant 1h30 pendant qu'elle travaillait, qu'elle brodait, complètement en silence. Je me demande si on n'a même pas eu 2 tournages avec elle. On a eu 2 tournages avec elle.
Et puis une deuxième fois où elle a travaillé encore un petit peu plus avec les insectes et où elle finalisait la pièce. Et puis après, on a fait l'entretien et le regard caméra chez elle aussi. Donc 2 tournages seulement avec elle. Mais pour un tournage qui a duré 2 heures, on est resté 4 ou 5 heures derrière pour dédramatiser, pour manger, pour boire des coups, pour rigoler, pour faire retomber un petit peu les choses. La phase de post-prod, alors j'ai bien compris que ça a commencé un peu pendant le tournage, mais globalement, combien de temps ça a duré? Quel choix vous avez fait artistiquement aussi, en termes de musique notamment? Comment c'est réécrit l'histoire en post-prod? Ça se réécrit toujours en post-prod, mais ça se révèle, moi je trouve, en post-prod. C'est magnifique le montage pour ça. On voit toutes les choses qui étaient... Enfin, c'est le puzzle, quoi. Tout à coup on comprend. Tout à coup on comprend le sens du film. Et c'est ça qui est beau. On avait une aide et un choix esthétique qui était l'univers d'Agnès, qui travaille sur les insectes, parce qu'insecte est un anagramme d'inceste, pour laquelle le scolopendre représente son père, et elle voudrait être un papillon et déployer ses ailes et s'envoler. Donc ça a donné le titre du film, Scolopendre et papillon, et ça a donné aussi, je crois, une ambiance un petit peu inquiétante et sombre, qui est portée par le théâtre aussi, qui se passe souvent dans le noir, qui l'est moins par Fabienne, où on s'est rendu compte, là, en faisant le film, en disant « Ah ben c'est bien, parce que Fabienne, elle nous emmène au dehors, en fait. C'est la personnage qui nous amène au dehors. » Et c'est la seule qu'on avait effectivement filmée dans la société, dans les rues de Fort-de-France, dans l'association, au club de damiers, etc. Même chez elle, on l'avait prise dans le jardin, alors que les autres, elles étaient enfermées. Donc ça nous a donné un petit peu cette esthétique de rester dans l'univers graphique d'Agnès. C'est elle d'ailleurs qui a aussi fait la typo, elle est typographe. C'est elle qui a conçu qui a fait la création graphique du film. Et puis après, en termes de musique, on n'avait pas d'idée préconçue avant le film, pas du tout. En revanche, Vianney a trouvé une musique qui lui plaisait beaucoup. Enfin, on en a essayé, mais on a proposé 2 ou 3, et évidemment, c'était celle qui allait le mieux. Il était d'accord aussi sur le générique du film. Et après, on a essayé, qui était dissonant à souhait, harmonieux mais dissonant, qui posait aussi une petite inquiétude. Et du coup, on est allé chercher les musiques de ce même compositeur. On a essayé un maximum. Sauf, encore une fois, sauf Fabienne, celle qui nous emmène vers l'extérieur, qui, elle, nous a amené une musique. Mais sinon, on est resté dans cet univers de ce compositeur pour avoir aussi une harmonie dans le film. Le fait que ce soit Vianney et toi au montage, c'est vraiment un choix de votre part pour maîtriser le film de A à Z, ou est-ce que c'est aussi budgétairement parlant que c'était pas ok d'avoir une 3e personne? Dès que Vianney est dans un projet, enfin moi je le prendrais pas seulement en chef opérateur, je l'aime comme monteur. Et on est très efficaces ensemble en montage aussi, ce serait dommage de s'en priver. Il y a aussi l'effet effectivement qu'on a fait tout le tournage tous les 2, sauf une séquence. Et qu'on voulait garder notre bébé, oui. Et ne pas les bruiter, et ne pas mettre en difficulté les 3 personnages qui, si elles refusaient complètement le film, ça aurait été fâcheux. Et ben on savait que ça partait, c'était pas parti de nos mains encore.
Même la production n'a jamais vu de rush. La production a vu la V1 et il y a eu 2 versions. Après, c'était plus une question entre la V1 et la V2, d'équilibre un peu entre les 3. Puisque comme on avait commencé par monter de l'Agnelli, elle prenait beaucoup de place. On avait monté large. Au début, on est toujours un peu inquiet sur est-ce qu'on en aura assez. Et du coup, on s'est rendu compte à la fin que, Danieli prenait trop de place et qu'il fallait mieux équilibrer. Donc, on a fait des petits réajustements, mais très très peu, très très peu. Malgré le diffuseur qui n'a pas voulu du film au début. Et on a dit non, mais on ne modifie pas, en fait, c'est ça. Et la productrice nous a soutenus, nous a dit ne touchez plus rien, je m'en occupe. Et il est passé et il a eu des prix. Comment ça s'est passé d'ailleurs la relation avec la productrice ? Est-ce que pour vous c'était la première fois de travailler avec elle ? Oui, c'était la première fois de travailler avec elle. Alors j'allais dire qu'elle nous a foutu une paix royale. Confiance, mais même aveugle, un peu inquiétante. Si bien on lui en a parlé un petit peu, on a fait quand même des points pendant le tournage. Elle avait été destinatrice des dossiers, mais elle n'avait pas fait tellement de retours, enfin ça lui allait. Mais donc elle n'a vu aucun rush, on avait parlé un petit peu du tournage, des difficultés qu'on avait, de la confiance, etc., ou pas, de l'avancement du processus, et elle nous a fait vraiment une confiance totale. Et quand elle a découvert le film, elle est restée un peu interdite. Elle est restée 20 minutes dans la salle de montage. Nous, on ne savait pas comment réagir. On était à l'extérieur en train de se dire « Oh là là, comment ça va se passer ?» La salle de montage, c'est-à-dire chez Vianney. Et elle est ressortie, et elle nous a dit « Votre film me fait penser à une orchidée sauvage. » Oui. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça va, ça veut dire que ça va pas. Elle me dit « Laissez-moi 48 heures. Laissez-moi 48 heures et je vous fais un retour. » Et en fait, on a su après qu'elle avait demandé à d'autres personnes de regarder. Parce qu'elle ne savait pas quoi en penser. C'est un film un peu atypique. C'est pas un film de télévision classique. Il commence par un plan de 3 minutes qui ne bouge pas, statique, d'un regard caméra avec une liste en voix off. C'est vraiment pas une structure classique, et ça, en télévision, ça ne passe pas. Donc, effectivement, il fallait le défendre mordicus. Parce que les retours, heureusement, les retours du diffuseur, c'est elle qui a médiatisé, c'est la productrice qui a médiatisé. Et quand je lui ai dit, mais est-ce que tu pourrais m'envoyer le retour ? Elle m'a dit non, parce que c'est trop méchant inutilement. Je ne t'envoie pas les retours. Mais sache qu'ils ont dit ça, ils ont dit ça. Et j'ai eu l'occasion d'avoir la personne ensuite qui avait validé et qui a eu le mérite d'accepter, une fois qu'on a défendu notre point de vue, qui a eu le mérite d'accepter. Mais qui me dit, mais tu sais bien, au bout de 2 minutes 30, il faut qu'il y ait une autre séquence, et puis il faut que ça bouge, et tu peux pas laisser ça statique, etc., etc. Je dis, mais si, c'est notre intention justement, c'est de mettre les gens très mal à l'aise dès le début, et de poser l'inceste, et de gêner les spectateurs, parce que c'est un sujet gênant. Oui, mais c'est bon, on est déjà assez gênés comme ça. Mais voilà, la première réaction a été un refus. Dire non, il y a beaucoup de modifications à faire. Et je suis très fière qu'on ait tenu, qu'on ait dit, y compris à la productrice déjà en premier, non, c'est ça, on ne refait pas. Et voilà, et ils ont pris et c'est passé. C'est une belle histoire parce que franchement... il faut résister. Ouais, ça je l'entends beaucoup, mais c'est agréable d'entendre justement déjà un beau travail de collaboration avec la productrice, qui du coup a été aussi pleine de tact
Enfin, tu vois, je trouve que c'est tellement intelligent de dire laisse-moi 48 heures, je te donne pas mon feedback à chaud en fait. Je vais y réfléchir pour aussi savoir, elle, comment elle est en mesure de défendre ce projet, vu qu'après c'est sa responsabilité à elle. Et ouais, c'est beau, bravo. Merci. Et c'est vrai que cette intro dont tu parles sur les 3 minutes, effectivement, je la trouve très percutante pour le coup. Et ouais, je pense que justement ça permet bien de comprendre ce que ça représente comme impact finalement, parce que c'est peut-être pour les gens qui sont pas forcément qui se sentent pas concernés par ces thématiques-là, effectivement ça permet de tu comprends un peu mieux assez vite quoi finalement. Et voilà, et la grande question était, puisque moi je disais il faut absolument pas aborder, je veux pas qu'elles parlent de l'inceste qu'elles ont subi. Donc le truc c'était comment installer l'inceste. Il faut que ce soit un préalable, comment on fait. Et il y avait cette liste de Fabienne, parmi les documents qu'elle m'a passés, parce qu'elle avait beaucoup écrit à un moment. C'est une liste qu'elle avait faite à la demande de son psy lors d'une hospitalisation, de toutes les conséquences de l'inceste pour elle. Et c'est une liste interminable. Interminable. Donc pour la petite histoire, ça a été tourné dans un couloir chez Vianney, avec un rideau noir derrière. Donc lui, derrière la caméra, à l'intérieur de laquelle il y avait le miroir sans teint. Et moi, j'étais au pied de la caméra, en train de lire la liste, puisqu'il fallait qu'elle ait des réactions. Donc c'est ta voix qu'on entend? Non, c'est la sienne, parce qu'on a coupé l'audio. Jusqu'à le dernier moment, je lui ai dit le dernier mot, je crois que c'est conjugopathie. Je lui ai dit après, quand je dis conjugopathie, tu dis et la liste est sans fin. Ce qu'elle avait écrit elle-même sur la liste. Donc tous les mots précédemment, on l'avait enregistré d'abord une première fois où elle lisait cette liste, mais on a juste enregistré à l'audio. Et pendant le tournage, c'est moi qui lisais la liste. Elle qui réagit donc à mes mots, mais on a mis sa voix à elle. Au moment du coup où le film est fini, finalement le diffuseur a accepté le film en l'état, tu évoquais justement l'accueil qu'a eu ce film-là. Juste pour faire un lien avec ce que tu as dit au tout début, qui était notamment sur une des personnages dont le papa avait agressé et qui justement au moment du tribunal avait eu, parce que c'était un notable, des manifestations en son soutien à lui, agresseur, plutôt que elle en tant que victime. Y a-t-il eu quel type de réaction il y a pu avoir justement à la suite de ce film-là? Parce que tu as évoqué jusqu'à présent, ça a été beaucoup de compassion finalement, qui peut-être était dirigée de façon maladroite pour ces personnages-là à recevoir en direct. Autre que de la bienveillance et de l'empathie, est-ce qu'il y a pu avoir des sentiments plus mal intentionnés, de colère, dirigés envers les victimes en fait? Il y a eu quand même, mais je crois que c'est une seule personne, qui a dit à l'une des personnages, mais t'aurais jamais dû en parler. Tu aurais dû penser à tes enfants. En l'analysant après, je pense que c'est une personne qui est concernée et qui n'a pas parlé. Mais c'est vraiment une seule personne. Et la grande majorité a été de la compassion et a été des remerciements. De dire merci d'avoir parlé. Et moi, il y a des gens qui me sont tombés dans les bras et qui m'ont dit merci, merci, merci. Moi, je me suis dit, oh, elle aussi ou lui aussi. Non, je crois que ça a été un retour unanime très très positif. J'ai pas reçu d'appel de père incestueux ou de disant vous n'avez pas honte de faire un film pareil. Mais je pense que ça a pu aussi toucher les auteurs d'inceste, ce film. J'espère. J'espère. Pour comprendre l'ampleur des souffrances que ça génère. Parce qu'on ne peut pas vouloir autant de mal à ses enfants, c'est pas possible.
Donc non, les retours sont vraiment très positifs, et y compris sur le long terme pour les 3 personnages, qui continuent à l'utiliser comme un moyen d'expression aussi. De dire, j'ai déjà parlé là, si tu veux savoir ce que j'ai à dire, regarde ce film. Ça, c'est la méthode Agnès, la plasticienne, et qui donc à la Biennale d'art de Dakar, où elle est revenue avec le Grand Prix, nous a demandé de faire un montage vidéo sur la base des rushs qui accompagne sa pièce. Et ça permet, c'est juste silencieux, hein. On a une averse qui arrive. Mais voilà, on a notre vidéo, elle est allée à Dakar. Et dans l'installation, elle fait partie de l'installation d'Agnès. Comment les familles respectives de ces personnes ont été en accompagnement tout le long du processus et aussi à la diffusion du film, sur cette réaction justement d'une seule personne qui a dit « tu aurais pas dû le dire, il fallait penser à tes enfants ». Justement, ces femmes-là, comme tu l'as dit précédemment, elles ont bien une 50aine d'années. Si j'ai bien compris, la plupart d'entre elles, peut-être pas toutes, ont des enfants en l'occurrence. Les 3 ont des enfants. Oui. Comment ça s'est passé, la réaction des très proches? Les enfants savaient déjà. Hein. Je dirais à partir du moment où elles ont parlé aussi dans leur travail, dans ce film, dans l'association. Encore une fois, c'était pas leur première parole, leur premier acte. Toutes les 3 avaient intenté des actions judiciaires. Elles étaient quand même un peu avancées dans leur parole sur l'inceste, dont elles avaient été victimes. Mais toutes les 3 avaient commencé à parler pour briser la lignée, parce que souvent c'est des perpétuations familiales. Et c'est justement à l'occasion de leur maternité, souvent, qu'elles ont réagi pour ne plus avoir peur de ça et pour en parler, pour pas que ça arrive à leur fille ou à leur fils. Donc non, les réactions de la famille, des familles, alors j'ai pas tout le détail de toute la famille, hein, et notamment des auteurs des incestes, mais j'ai pas eu de réaction d'hostilité, et elles m'ont pas été communiquées, ces réactions d'hostilité. À un moment dans le film, effectivement, tu évoques l'entretien avec une avocate, où est évoquée aussi la sortie de prison de oui. L'incesteur. Il est sorti. Et donc du coup, comment s'est passée aussi cette phase-là? Est-ce que le film, dans la relation ou la non-relation d'ailleurs avec cette personne qui a été en détention, est-ce qu'il y a eu une continuité de dialogue, d'impact via le film ou pas? Alors moi je ne sais pas du tout. L'une des questions qu'on s'est posées pendant le tournage était effectivement, est-ce qu'on attend sa libération? Le problème, c'est qu'il n'y avait absolument aucun moyen d'avoir des informations sur l'imminence ou non de sa libération, et qu'on l'a appris, d'ailleurs on l'a appris quelques mois après, hein, qu'il avait été libéré. Donc franchement, ça n'aurait pas changé grand-chose, sauf à mettre un panneau à la fin, un carton disant il a été libéré tel jour. Nous, on ne voyait pas l'intérêt. On a eu comme question, par contre, avec Vianney, comme grand débat, est-ce qu'on va le voir en prison? Tous les deux, on le connaissait. Donc Vianney était partisan de ça. Moi, je m'y suis opposée. Je me suis dit, mon point de vue, c'était non, c'est un film sur les victimes. Un film sur les agresseurs, c'est très intéressant, mais c'est un autre film à faire. Et je lui ai dit, écoute, si tu veux le faire pour un niveau personnel, voici les démarches, je lui ai donné, voici les démarches pour aller le visiter en prison. Tu dois faire ça, ça et ça. Fais-le si tu veux. Si tu veux demander une autorisation de tournage, etc., et recueillir sa parole, pourquoi pas, on en discute après. Mais moi, mon avis, c'est que c'est pas le même film. Moi, je ne me sentais pas, franchement, j'aurais pas réussi à garder mon calme devant lui. J'avais pris mon parti pris d'être du côté des victimes.
À mon avis, ça ne pouvait pas tolérer ce genre de... Parce que j'aurais... pour moi, ça aurait été une trahison. Ça aurait été une remise en question de la parole de Fabienne, puisque jusqu'à maintenant, où il niait, aux dernières nouvelles, il a toujours nié. Ça aurait été une trahison, et ça, je ne voulais pas. Par contre, effectivement, faire un film sur les auteurs d'inceste, c'est intéressant. Mais je me sentais vraiment pas à le faire non plus. Mais j'ai dit à Vianney, oui, c'est un autre film, ça peut être intéressant, vas-y. Si tu veux y aller, vas-y. Et quand il a vu la somme de ce qu'il fallait faire pour aller en prison, il s'est dissuadé. Est-ce qu'il y a des choses que tu souhaites partager, des anecdotes sur cette expérience? Que mine de rien, on s'est bien marré. Que mine de rien, on s'est bien marré. Si, je peux dire une anecdote. Parce que j'aurais voulu, j'avais l'intention de mettre à la fin du film, aucun animal n'a été maltraité ou blessé ou tué pendant la réalisation de ce film. Parce que dans la séquence d'ouverture, on a un scolopendre vivant qui évolue dans une cloche comme celle d'Agnès, scolopendre que j'ai trouvé sur ma terrasse. Et puis, ça a été, on a fait une longue chasse au scolopendre quand même, ça n'a pas été évident. Sur le papier, c'est sympa, hein. Ouais, l'idée est géniale. Laissons évoluer un scolopendre sous une cloche avec une photo d'enfant. Mais il faut le trouver, le scolopendre. Donc, j'avais contacté des entomologistes, etc. Vous pouvez pas, sur Facebook, je surveillais les gens qui postaient des scolopendres. Ah, est-ce que vous pouvez me le garder? Ah non, désolé, je l'ai déjà écrasé. Et donc, une fois, miracle, dans une de mes orchidées, je trouve un scolopendre. Et j'arrive à le choper. Mais Vianney est à ce moment-là en vacances en France. Donc il revenait 6 jours plus tard, donc il a fallu garder le scolopendre dans le bocal, le nourrir, le voir grandir. Moi j'étais complètement phobique des scolopendres, j'ai été mordue par un gros scolopendre qui m'a fait des problèmes sérieux aux pieds, 2 mois avant l'idée du film et du titre du film. Et bref, je garde le scolopendre dans le bocal, je le nourris en lui trouvant des insectes vivants, etc., dégueulasses. Et l'insecte fait son tournage, nickel. Et je le rapporte le même jour, ma mère arrivait de France, donc je vais la chercher à l'aéroport avec le scolopendre dans le bocal dans la voiture. Où j'avais mis une fleur d'orchidée, parce qu'à un moment on a testé dans une fleur d'orchidée. Et au retour à la maison, donc j'ouvre le bocal pour libérer le scolo, quoi. L'entomologiste m'ayant alerté là-dessus, me disant mais le scolopendre il y est pour rien, est-ce que c'est un peu dégueulasse pour le scolopendre le rôle que vous lui faites porter? Donc je suis décidée à relâcher le scolopendre, mais je voulais le relâcher un petit peu plus loin que chez moi. Et j'ouvre le bocal, je ne sais plus pourquoi. Et en fait, il était en haut du bocal, il commençait à sortir, à aller dans la... Il n'était pas loin de la cuisine, j'ai refermé le bocal, j'ai coupé le scolopendre en 2. Alors qu'à la fin, j'étais presque compatissante de le mettre sous les lumières, alors que c'est un nocturne, que effectivement cet insecte, il n'a rien à voir avec l'inceste, etc. Donc on n'a pas pu mettre au générique qu'aucun insecte n'avait été tué, maltraité pendant ce film, et j'en suis bien désolée. Il y a quand même eu un meurtre dans ce tournage. Pour les personnes de l'Hexagone qui ne voient pas forcément ce que c'est comme animal, est-ce que tu pourrais le décrire et en quoi c'est dangereux? C'est les mille-pattes. C'est une bête... les mille-pattes, on en trouve en France, qui rampent à terre, qui ont 2 crochets très venimeux et très 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 douloureux. Et sauf qu'en Martinique, ils peuvent faire jusqu'à une vingtaine de centimètres. Et ils peuvent être larges comme mon pouce. C'est l'un des insectes les plus dangereux des tropiques. Donc on les redoute beaucoup.
Et à tort. Moi, ce film m'a permis de vaincre ma phobie des scolopendres. Et désormais, quand j'en vois, dans la mesure du possible, j'essaie d'éviter de les tuer. Et notamment, ils se nourrissent des ravets, qui sont les cafards qui mesurent 5 cm, dégueulasses. Donc, ils peuvent être aussi très utiles, ces scolopendres, pour bouffer d'autres insectes dégueulasses. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux pas les avoir chez eux. Et ça transmet tout un tas de saloperies, de bactéries, et ça fait des nécroses assez terribles. Dernière question. Entre l'idée de ce film, qui date du coup de 2017-2018, et maintenant ce film diffusé, comment vous regardez ce film et avec quel recul? Est-ce qu'il y a des choses que vous aurez aimé faire différemment? Et voilà, quelle émotion il y a sur cette expérience? Je trouve qu'il continue à être fort, ce film, en termes émotionnels, tout ça. Après, peut-être que, alors que déjà on trouvait qu'on avait assumé des lenteurs et peut-être que j'aurais ajouté encore un peu plus de lenteur. Ça devient de plus en plus un parti pris, un choix politique, la lenteur. Et là, je trouve que des fois on est allé un peu vite quand même. Parce que peut-être c'est la télé, parce que du fait de notre habitude de la télé. Donc peut-être qu'il y aurait eu quelques petites modifications au montage, mais pas grand-chose. Je l'assume assez bien, ce film. Et notre plus belle récompense, je crois, c'est que d'abord il est complètement intemporel, donc il peut être diffusé n'importe quand, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, il sera toujours vrai. Il peut être diffusé hors de la Martinique, sans problème aussi. Il est tout à fait universel. Et la meilleure récompense, c'est vraiment que les 3 femmes sont encore derrière le film et militent pour qu'il soit projeté, même si la projection est quelque chose de douloureux pour elles. C'est aussi une manière d'exprimer des choses. Donc elles ont reconnu leur discours dedans et elles militent pour qu'il tourne dans des espaces. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, la meilleure récompense. Réflecteur, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Laure Martin-Hernandez pour cette rencontre. Le film Scolopendre et Papillon n'est pas disponible en replay. Si vous souhaitez le visionner, vous pouvez contacter la société de production. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique portrait consacrée au parcours de la réalisatrice de ce film, Laure Martin-Hernandez. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, pensez à le partager autour de vous, à mettre une note ou un petit commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. Ça m'aide énormément à faire vivre le podcast. Et surtout, n'oubliez pas, ce podcast, c'est aussi le vôtre. Si vous avez des idées, des envies, des thèmes à proposer, écrivez-moi sur Instagram, Facebook ou en commentaire. Je lis tout et je ferai au mieux pour vous préparer un épisode qui vous parle. Ce podcast est une création maison, avec une musique signée Claire-Sophie Dagnon, interprétée par Vera et Léon au violoncelle et une illustration d'Hugo Merel. À très vite.